l'hypertension touche 17 millions d'adultes en France et que sur ces 17 millions, 6 millions s'ignorent en tant qu'hypertendus. Parce que l'hypertension est qualifiée de tueur silencieux. AVS avec Philippe Robichon. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui à votre journée de solidarité. Et oui, puisque c'est la journée de solidarité, lundi de Pentecôte, et on est sur le pont. Et pour accueillir mon invité aujourd'hui, on va l'accueillir en musique. Et je m'adresse à DJ Fodil. Alors autant vous dire que c'est pas tous les jours qu'on écoute David Bowie sur Beurre FM, mais il fallait au moins ça pour accueillir le docteur Mathieu Bernard. Comment ça va, Doc ? Ça va très bien, et vous, Philippe ? Ça va bien. Alors, vous m'avez dit que c'était le retour du Space Cowboy, mais vous avez changé de t-shirt aujourd'hui, donc vous avez un t-shirt de Jamiroquai. Donc la prochaine fois, je ferai mieux. J'essaierai de me coordonner. Il faudra me prévenir, c'est pour ça. Alors je rappelle, docteur Mathieu Bernard, que vous êtes cardiologue, spécialiste de l'hypnose et autres thérapies brèves, et que vous êtes un spécialiste du stress. Mais les auditeurs de Beurre FM vous connaissent surtout et vous appellent le docteur Poumta. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Le cœur, notre autre cerveau, chez Larousse. On va parler de l'hypertension, une maladie très présente en France. C'était la journée mondiale de l'hypertension il y a quelques jours, et les spécialistes nous ont alerté sur une mauvaise prise en charge en France des hypertendus. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'hypertension touche 17 millions d'adultes en France, ce qui en fait à peu près 1 sur 3, et que sur ces 17 millions, 6 millions s'ignorent en tant qu'hypertendus. Ça, c'est donc une difficulté diagnostique. Parce que l'hypertension est qualifiée de tueur silencieux, parce qu'en tant que tel, l'hypertension artérielle, comme le cholestérol par exemple, n'entraîne pas forcément de symptômes. Et donc on ne se sent pas malade. Et l'autre difficulté aussi, c'est que puisqu'on ne se sent pas malade, que tout va bien, c'est compliqué pour les gens de devoir prendre un traitement quotidiennement. Traitement qui peut en plus avoir des effets indésirables. Donc en ne prenant pas le médicament, je n'ai aucun symptôme, et je dois prendre un médicament qui, lui, va entraîner des symptômes. Donc là aussi, on parle de bénéfice-risque. Finalement, les gens se disent pourquoi je me ferais traiter pour prévenir quelque chose. Exactement. Là, on est en train de parier sur l'avenir. Dans une conjoncture socio-économique qui est celle que l'on connaît tous, c'est compliqué de tirer des plans sur la comète et donc de s'imaginer en bonne santé dans 20, 30, 40 ans. Donc c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, elle vient plutôt des médecins. C'est ce qu'on appelle une inertie thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a des cibles à atteindre en termes de valeur de chiffre de tension, et que souvent on se dit le patient a son médicament, il est protégé, les chiffres tensionnels n'atteignent pas la cible, mais c'est suffisamment bien comme ça. Là, on parle de patients qui sont déjà sous traitement. Sous traitement, oui. Ouais. Il faudrait se faire prendre l'attention à peu près combien de fois par an ? C'est une bonne question. Le faire vérifier, parce que en fait, la vraie question, c'est les gens ne se font pas suffisamment prendre l'attention. C'est une question compliquée, puisque lorsque l'on prend l'attention, on la prend à un instant T. Et le fait d'avoir des chiffres tensionnels élevés à un instant T, ça n'est pas équivalent à une hypertension artérielle. Donc on a 2 solutions. Soit on fait des mesures soi-même sur 3 jours, ce qu'on appelle l'automesure tensionnelle. 3 mesures le matin de suite, 3 mesures le soir de suite pendant 3 jours. Et ensuite, c'est ce que l'on recommande aux patients atteints d'hypertension artérielle de faire 1 fois par mois. Prendre sa tension tous les jours, là, artificiellement, on va finir par la faire grimper, parce qu'on a une première mesure à 15,9, on se dit oh là là, la tension elle est haute, qu'est-ce qui se passe ? Je vais la reprendre dans quelques minutes, mais j'espère qu'elle aura baissé, et puis on crée un stress qui fait que à la mesure suivante, on est déjà à 16, et puis ensuite, c'est le cercle vicieux. Donc, 3 jours par mois, c'est suffisant. Ou alors faire chez un médecin ce qu'on appelle une MAPA, une mesure automatique de la pression artérielle ou holter tensionnel, qui est un appareil que vous portez 24 heures et qui va prendre donc plusieurs mesures au cours de ces 24 heures, qui est l'examen de référence, puisque sur toutes les tensions qui sont relevées, on va vérifier si plus de la moitié de ces mesures sont au-dessus des normes, et si c'est le cas, à ce moment-là, on peut poser le diagnostic d'hypertension artérielle. À quel moment de la journée la tension est-elle la plus élevée ? Il n'y a pas de réponse à cette question, puisqu'elle varie en permanence. Il faut bien que nos auditeurs comprennent
que la tension, ça n'est pas une valeur fixe. La tension, si je tape très fort dans mes mains et que vous êtes surpris, que vous sursautez, votre tension, elle va grimper. La tension, c'est un reflet de notre capacité d'adaptation à l'extérieur. Ça, les gens doivent bien le comprendre. Si vous êtes un peu stressé en allant chez le médecin, c'est normal que la tension monte. Face à un épisode de stress, on a une sécrétion d'adrénaline qui est donc l'hormone du stress qui prépare notre corps à combattre ou à fuir, et on va avoir une accélération de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle. Si c'est ponctuel, c'est pas gênant. Si en revanche la tension artérielle de base elle est tout le temps haute, là ça devient gênant. Et pour répondre à votre question, elle est plus basse la nuit et lorsque l'on digère que le jour. Mais ce qui veut dire que le matin, par exemple, quand on se réveille, on a une tension à quel niveau ? Normalement, elle devrait être inférieure à 14 pour le premier chiffre et 9 pour le deuxième. C'est au-delà de ces deux chiffres-là qu'on parle d'hypertension. Hypertension artérielle, exactement. 14,9. 14,9, ouais. Plus on vieillit, plus on a de la tension ? Plus on vieillit, plus les artères deviennent rigides, et plus les artères sont rigides, moins elles ont cette capacité à encaisser, entre guillemets, les variations de volume sanguin, et ce qui fait que les chiffres de tension augmentent. Si on prend votre patientèle, vous avez combien de vous, en tant que cardiologue, de patients qui sont hypertendus ? Ça représente combien ? 80%, 90% de votre patientèle ? Non, pas autant, parce que... Alors, il y a la patientèle que l'on voit régulièrement, où là, évidemment, c'est une bonne partie, puisque l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire qui expose à la survenue de problèmes cardiovasculaires. Après, dans ma patientèle, il y a des personnes qui viennent pour des symptômes qui ne sont pas d'origine cardiaque, en fait, et dont mon rôle est de les rassurer. Donc, c'est difficile de donner un chiffre. Parmi les patients qui ont des problèmes cardiaques, oui, il y a une majorité de patients. C'est ça, en fait, c'était ça que je voulais voir si effectivement aujourd'hui les personnes qui avaient des problèmes cardiaques étaient majoritairement hypertendues. Avec les patients fumeurs et diabétiques. Voilà. Le cumul de ces facteurs de risque étant grave. Plus grave. Oui, plus on a de facteurs de risque et plus on s'expose à des problèmes cardiovasculaires. L'hypertension, c'est un facteur de risque ou c'est une maladie à proprement parler ? On considère que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc c'est pas une maladie à proprement parler. Ça peut être le reflet d'une maladie. On a 4 grandes causes d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qu'on appelle essentielle, qui touche la majorité des patients, qui est liée, comme vous le disiez, au vieillissement des artères. L'hypertension artérielle qu'on appelle iatrogène ou toxique, qui est liée à la prise de médicaments ou de drogues comme la cocaïne ou les amphétamines, qui vont entraîner donc artificiellement une augmentation de la pression artérielle. On a l'hypertension artérielle secondaire, là c'est soit un problème de glande, thyroïde, rein, surrénal, ou un problème de sommeil, apnée du sommeil, ou un problème d'artère, rétrécissement des artères rénales. Et puis on a ce que moi je mets un petit peu à part, que j'appelle l'hypertension artérielle émotionnelle. Parce que vous rajoutez une catégorie d'hypertension par rapport à vos confrères, faut expliquer. Oui. Et oui, alors le problème aussi, à mon sens... C'est l'hypertension donc émotionnelle. Émotionnelle, oui. Ouais. Le problème, à mon sens, en médecine d'ailleurs, c'est pas qu'en France, c'est que dès qu'on vous colle l'étiquette d'hypertendu, vous en prenez pour perpétuité, en gros. On vous prescrit un médicament et jamais plus on reviendra en arrière. Car maladie chronique. Maladie chronique. J'estime que dans la vie, on peut avoir des passages à vide, on peut rencontrer des difficultés transitoirement, et que ces passages peuvent nécessiter une béquille. Et une fois que tout est rentré dans l'ordre, on peut se passer de la béquille. Donc chez certains patients, je propose la diminution puis l'arrêt du médicament, avec une surveillance, une réévaluation. Et chez certains patients, j'ai pu arrêter le traitement antihypertenseur. Ça, c'est une question qui revient souvent. La question, c'est est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension ? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que chez certains patients, oui. Dans certains cas, oui. Mais parfois aussi parce qu'on a des diagnostics par excès. C'est-à-dire que j'ai une patiente qui a été mise par un de mes confrères sous traitement antihypertenseur dans un contexte de deuil, où elle a accompagné son père pendant des mois et des mois dans des circonstances très difficiles. Son père a fini par décéder. Et dans ce contexte de difficultés personnelles, elle avait des chiffres de tension élevés.
qui nécessitait la prescription de ce médicament. Mais moi, je l'ai revue à distance de cet événement, avec des tensions plutôt basses sous médicaments. Je me suis dit, je ne suis pas certain qu'elle en ait encore besoin. Donc, on a diminué progressivement. On a vu qu'il n'y avait pas d'augmentation jusqu'à l'arrêt. On surveille l'arrêt, bien évidemment, et l'absence de réascension de l'hypertension, ce qui a été le cas chez elle, en tout cas pour le moment. Quelles sont justement les causes de survenue d'hypertension, finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui augmente insidieusement, tranquillement, ou effectivement il y a des éléments qui peuvent être déclencheurs d'une hypertension? On peut avoir les deux événements. Le stress aigu va générer des montées assez importantes d'hypertension. Le stress chronique, lui, ça se fait de façon plus insidieuse. Donc le stress chronique, c'est soit un élément stressant qui persiste dans le temps, soit une exposition répétée à un même stress. Et ça, on prouve que ça fait monter la tension. Oui, parce qu'on a dans le stress chronique une sécrétion plus importante d'une hormone essentielle qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress chronique. Le cortisol, on en a besoin puisque c'est l'hormone qui nous apporte suffisamment d'énergie pour nous réveiller le matin. L'augmentation de la sécrétion commence 2 heures avant le réveil. Et en revanche, quand elle est sécrétée en trop grande quantité, ce qui est le cas quand on est stressé, on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle la rétention hydrosodée, c'est-à-dire qu'on va au lieu de sécréter, d'éliminer le sel par les urines, ce sel va rester dans le sang, et comme le sel, on ne peut pas l'évacuer en poudre dans l'organisme, ça entraîne une augmentation de l'eau dans le corps, donc une augmentation du volume sanguin, et cette augmentation de volume sanguin, elle vient peser sur la paroi des artères et entraîner l'augmentation des chiffres de tension. Alors, on parle toujours de la présence de sang, enfin de sucre dans le sang, mais jamais de sel en fait. Si, on en parle puisqu'on dit que le sel, c'est mauvais pour la tension. Alors, les recommandations françaises en termes de quantité tolérée d'apport de sel journalière sont supérieures aux recommandations OMS, qui elles-mêmes sont supérieures à nos réels besoins. En fait, l'alimentation est naturellement suffisamment salée. Et là, c'est un Breton qui vous parle et qui est l'un des rares Bretons élevés au beurre doux. Et pas au beurre salé. Mais finalement, quand on dit le sel, c'est mauvais pour la tension, oui, ça fait monter la tension. Oui, parce que le sel, on peut pas le garder en poudre dans l'organisme, donc ça donne soif, on avale plus d'eau, alors si on peut l'évacuer, le sel, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est quand on garde ce sel, ça entraîne une augmentation du volume sanguin. Au lieu d'avoir 5 litres de sang, je vais peut-être avoir 5,5 litres ou 6 litres, et ça pèse sur la paroi des artères. Et aujourd'hui, quand on prend des plats cuisinés ou des préparations toutes faites, il y a de fortes chances pour que ce soit trop salé. Oui, puisque le sel est un exhausteur de goût, donc ça va apporter du goût à des aliments qui sont fades, mais le sel était surtout utilisé comme conservateur autrefois, avant l'avènement de la pasteurisation et de Picard, de Pasteur et Picard. Et donc ce sel n'a plus aucune utilité maintenant. Moi, je suis effaré quand je vois au restaurant un convive, le plat arrive sans même goûter le plat, la personne prend la salière et il va larguer à main nue. C'est une catastrophe. Et regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui ont ce réflexe. Donc il faut remplacer le sel par des épices, des condiments, mais vraiment le sel est à bannir, et les sels de régime aussi, puisqu'ils sont bourrés de potassium, et c'est une cochonnerie aussi. Et quand vous parlez de sel, vous parlez également des sels minéraux, ou les sels minéraux le sel, le sel est un sel minéral, c'est le chlorure de sodium en l'occurrence, mais dans les autres, on a besoin quand même de sodium, on a besoin de chlore, on a besoin de potassium dans l'organisme, mais tout ça est apporté en quantité suffisante par l'alimentation, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors on parle de la maladie la plus fréquente en France, l'hypertension, avec le docteur Mathieu Bernard. Docteur Bernard, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sous-estimer l'hypertension ? Et la prendre au sérieux, finalement. Alors, elle est qualifiée de tueur silencieux parce qu'elle favorise tout un tas de complications cardiovasculaires. Je peux énumérer la liste, ça risque de faire peur à vos auditeurs. Non, mais allez-y. L'infarctus du myocarde, c'est-à-dire qu'on a une artère du cœur qui se bouche et qui fait que toute une zone du cœur n'est plus vascularisée. L'accident vasculaire cérébral, ce qui est à peu près la même chose au niveau du cerveau. Alors, on a deux types d'accidents vasculaires.
Les accidents vasculaires ischémiques, où là on a une artère qui se bouche, donc il y a une zone du cerveau qui n'est plus irriguée. Et les accidents vasculaires hémorragiques, où là l'artère se déchire sous les coups de boutoir de pression artérielle, d'hypertension artérielle. Et donc là on va avoir un saignement dans le cerveau. Ça favorise la survenue de démences, certaines démences qu'on dit d'origine vasculaire. L'artérite, donc là, des jambes. L'artérite, c'est là aussi des artères qui s'encrassent au niveau des jambes et qui, dans les cas extrêmes, peuvent aboutir à des amputations d'orteils, de pieds, de mollets, etc. Ensuite, on a l'insuffisance rénale aussi, l'insuffisance cardiaque, un épaississement excessif des parois cardiaques. On a aussi ce qu'on appelle l'encéphalopathie, qui est une atteinte plus du cerveau en lien avec ces accès d'hypertension artérielle. On peut avoir des anévrismes, donc des dilatations des artères qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Et tout ça se fait à bas bruit, sans qu'il y ait forcément de symptômes avant-coureurs. À bas grade, on dit souvent. Voilà. Ouais. Et puis, mais en revanche, quand l'événement survient, ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc, et pourtant, toutes les maladies dont vous parlez font peur à tout le monde. Hein. Elles font peur à tout le monde et c'est l'hypertension artérielle, entre autres, qui fait le lit de ces maladies-là. Et pourtant, les gens n'ont pas peur de l'hypertension. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi je fais de l'hypertension artérielle ? Est-ce qu'il y a des terrains favorables, on va dire ? On peut voir ça chez certaines familles. Après, comme on l'a évoqué au début de l'émission, ça peut être aussi un problème d'alimentation. Mais l'hypertension artérielle, à ses débuts, peut être combattue par ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques. Arrêter de fumer, baisser sa consommation d'alcool, manger moins salé et faire de l'activité physique. Ce sont vraiment les 4 piliers. Quand on voit qu'on a des chiffres qui commencent à augmenter, si on veut pouvoir maîtriser sans traitement les chiffres de tension, il va falloir peut-être changer de mode de vie. C'est vraiment les premières règles qu'on vous donne finalement. On ne vous met pas sous traitement, on vous demande finalement de changer votre hygiène de vie. Sur les augmentations débutantes, on se donne 3 mois d'application de ces règles d'hygiène de vie avant de passer à un traitement. Et voir si elle baisse, finalement. Oui. Est-ce que les femmes et les hommes sont, on va dire, égaux en termes d'hypertension ? Je n'ai pas la réponse à la question. Peut-être maintenant que les femmes présentent plus d'hypertension artérielle, puisque les traitements hormonaux favorisent la survenue l'augmentation des chiffres tensionnels. Tout ce qui est traitement hormonal substitutif et pilule œstroprogestative. Donc, chez une jeune femme qui a des chiffres de tension élevés, il faut déjà vérifier si ces médicaments ne sont pas pourvoyeurs d'hypertension artérielle. Et puis, on a de plus en plus de femmes qui fument, et ça aussi, on sait que ça joue sur les valeurs de chiffres de tension. Et quel est le lien entre la pilule contraceptive et l'hypertension ? Ce sont des liens hormonaux, en fait. On a ces hormones qui favorisent la rétention hydrosodée, donc la rétention de sel qui va forcément avec la rétention d'eau. Et donc, ça entraîne une augmentation de la pression artérielle. 01 53 48 3000. Ahmed est au standard. Ahmed, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Ahmed. Merci encore pour le choix de vos interventionnistes, là, comme je ne sais pas comment on dit, les intervenants. Je voulais poser une question au docteur Mathieu Bernard. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour docteur. Moi, j'ai un problème. Depuis des années, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Bon, pris dans le travail des enfants, patati. Mais là, je suis à la retraite, etc. Et puis, alors, on n'arrive pas à régler ma tension. Alors, je sais que je suis un peu quelqu'un d'émotif, sensible, mais quand même, j'ai beaucoup de pathologies. Et je me demande si la question a été compte tenu que ma tension, on n'arrive pas vraiment bien l'équilibrer parce que je voudrais changer mes médicaments, voire diminuer. Est-ce que je devrais m'adresser, par exemple, vers un centre de référence de tension ou choses comme ça, parce qu'ici, là où je suis, dans l'Essonne, j'arrive pas. Les médecins
je suis un petit peu livré à moi-même. Voilà. Ça veut dire quoi, docteur Mathieu Bernard, régler sa tension? Régler sa tension, ça veut dire atteindre les chiffres qui sont recommandés, c'est-à-dire le premier chiffre inférieur ou égal à 14, le deuxième chiffre inférieur ou égal à 9. Là, j'ai une tension équilibrée, c'est-à-dire qu'avec mon traitement, j'atteins des chiffres normaux de tension artérielle. Voilà. Vous êtes à combien, vous, sans trahir un secret, Ahmed, vous? Je suis entre, souvent, alors des fois, ça se déséquilibre quand j'ai des, comment dirais-je, des crises de grippe ou de choses comme ça, ou même là, j'ai eu des problèmes, comment dirais-je, de digestion compte tenu. Donc, ça monte, c'est complètement déréglé. Alors, j'ai fait une pancréatite aiguë à la suite d'une opération comment on appelle ça, la vésicule. Non, mais là, une ampulectomie bactérienne, voilà, exactement. Et ils m'ont déclenché une pancréatite aiguë, et depuis, je fais toujours des petites pancréatites, et ça m'embête, et puis ma tension, elle est complètement à la folie. Je sais toujours, des fois je monte à 16, 17, 18 voix, et hop, ça redescend, mais jamais en dessous de 14. Et je prends 3 médicaments. En l'occurrence, l'erfondipine, je prends comment on appelle ça pour uriner, excusez-moi. Un diurétique. Un diurétique, voilà, c'est du modamide. Et je prenais avant de Coaprovel, et après on m'a mis Aprovel, et du coup j'ai fait je sais pas, paraît-il, je sais pas si ça vient de ça, et on m'a supprimé l'Aprovel et on m'a mis le Précil, je crois, oui c'est ça. Alors ça fait, compte tenu que je prends d'autres médicaments par ailleurs, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Est-ce que je peux, comment il faudrait que je passe par là, docteur? Alors je pense qu'il faut refaire un bilan. Oui. Parce qu'à un moment, vous étiez sous 3 médicaments contre la tension, et ces 3 médicaments ne permettaient pas d'équilibrer. Donc ça veut dire que vous avez une hypertension artérielle résistante, et dans ce cas-là, il faut chercher une cause secondaire. Est-ce qu'on a analysé votre sommeil? Est-ce qu'on a vérifié les artères des reins? Est-ce qu'on a fait... les reins, c'est très bien. Oui, les reins sont très bien dans la prise de sang, mais est-ce qu'on a fait un Doppler? Est-ce qu'on a fait une échographie des artères des reins? Voilà, non, pas du tout, parce que c'est lié, effectivement, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'il faut que je m'oriente vers un centre de référence, parce que je sais qu'il y a les cardiologues, en l'occurrence vos confrères, et puis pour l'hypertension, et ils travaillent avec les nephrologues pour les reins, etc. Oui, exactement. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour vous. Et vous pensez qu'il faudrait que je m'oriente vers un centre de référence? Oui, là, il faut faire un bilan chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un centre de référence, Mathieu Bernard? En matière d'hypertension artérielle, il n'y en a pas réellement, mais c'est un centre qui a l'habitude de traiter l'hypertension artérielle. Et qui peut être... Alors, centre de référence, ça veut dire que c'est un centre multidisciplinaire. L'hypertension artérielle, elle est à la frontière de 3 spécialités médicales: la cardiologie, la néphrologie, tout ce qui concerne les reins, et l'endocrinologie, tout ce qui concerne les glandes. Donc ça peut être intéressant de se confronter aux avis de collègues d'autres spécialités pour réussir à équilibrer une pression artérielle. Bon, vous, Ahmed, vous êtes sous traitement depuis combien de temps à peu près? Oh là là, ça fait plus de 20 ans. Et vous avez quel âge, si je puis me permettre? Et moi, j'ai 75 ans. Et donc, mais je suis en pleine forme, je fais du sport. Je fais du sport parce que j'ai été blessé et malheureusement, je paye pas mal de choses. Mais je fais de la natation maintenant parce que je me limite à ça. Je faisais du tennis, je courais, le vélo, c'est fini parce que j'ai eu des problèmes de genoux. Enfin, je fais de la natation pour maintenir. Et puis, ça marche, quoi, voilà. Mais ça va, mon poids est équilibré. Moi, j'ai un diabète de type 2, mais qui est équilibré également. Très, très, très bien. Et puis, mais par contre, cette histoire de tension, je sais pas. C'est important de refaire le point parce que vous avez parlé de pancréatite, vous parlez de douleur. Tout ça sont des stress pour l'organisme et c'est normal que la tension augmente dans ces conditions-là. Si j'ai mal quelque part,
c'est physiologique, ma pression artérielle va augmenter. Donc, il faut refaire le point. Peut-être que vous, quand vous prenez la tension est élevée, mais peut-être que vous prenez la tension les fois où vous vous sentez moins bien. Donc, mais par moment, comme ça n'allait pas, je notais ma tension matin, midi, matin et soir. Par contre, sur plusieurs jours, pour faire un peu une moyenne, mais il y avait des moments où ça me faisait presque peur, quoi. Oui, mais est-ce qu'il y a des moments où elle était normale ? Ça arrivait, mais 14, mais jamais en dessous de 14, 9. Et puis alors c'est le deuxième chiffre. Quelquefois ça fait peur parce que le retour du sang, c'est-à-dire que c'est au-dessus de 9. Et à partir du moment où mon médecin référent m'avait dit au-dessus de 9, c'est pas très bon. Voilà. Alors moi ça fiche un petit peu le coup. Ce qui est très important en médecine, c'est de savoir quand on doit passer la main, quand on n'y arrive pas. Et donc là, si les chiffres ne sont pas contrôlés par le traitement, je pense qu'il est temps de refaire un bilan et de passer la main à quelqu'un de plus spécialisé. Parce que normalement, le traitement vous ramène en dessous de 14,9, c'est ça ? Oui, c'est l'objectif. Oui, c'est ça. Bien. Bon, écoutez, je vous remercie, docteur. Merci à vous, Ahmed. Je vais voir avec mon médecin, mais vous savez, maintenant, il faut presque malheureusement s'orienter soi-même. Moi, j'ai fait des recherches, je sais qu'à Georges Pompidou, il y a un centre de référence. Il y a un centre de référence très coté sur la prise en charge de la tension à Georges Pompidou. Je crois même qu'il est le meilleur en France. Exactement, qui s'occupe beaucoup de cardiologie, etc. Et donc, il y en a 2 ou 3 à Paris. Et puis, bon, je ne sais pas où m'adresser. Il faut que je demande à mon médecin qu'il me fasse un courrier, je suppose. Alors, tout ça, c'est mieux. Voilà. Que vous soyez orienté, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais il faut aller au-devant. Je veux dire, mon médecin, je lui ai dit plusieurs fois, est-ce que je peux revoir mon médicament, machin. Il m'envoie un cardiologue ici, en libéral, mais pour avoir un rendez-vous, c'est pas moins de 4-5 mois. Alors, je m'en sors pas, quoi. Voilà, je sais plus, je suis perdu. Mais est-ce que je peux, excusez-moi, je sais pas si ça se fait ou pas, je pourrais prendre rendez-vous avec vous, docteur, ou pas? De toute façon, maintenant, que ça se passe ou pas, c'est fait, vous l'avez dit. Donc, vous avez raison. Ahmed. Excusez-moi, Philippe. Non, mais vous avez raison. Voilà. Ben oui, parce que vous savez, c'est quoi si vous restez en ligne, Faudil vous donnera le 06 du docteur Mathieu Bernard. C'est super. Merci, Philippe. Alors, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec vous, docteur ? Oui, on peut prendre. Je consulte. J'exerce toujours le beau métier de cardiologue. Donc oui, vous pouvez bien évidemment prendre rendez-vous avec moi. C'est possible. Ok. Bon. En tout cas, Ahmed, prenez soin de vous et puis tenez-nous au courant. Oui, voilà. Oui, merci beaucoup, Philippe. Merci encore pour vos intervenants et puis merci infiniment, Philippe, pour ce que vous faites. Et merci au docteur qui vulgarise bien les choses, docteur Mathieu Bernard. Donc, merci, est-ce que je peux les coordonner, je les recherche comme ça? On vous trouve comment? On doit vous trouver sur Doctolib, Doc. Sur Doctolib. Vous avez Doctolib, Doctolib? Oui, je vais voir ça, je vois. Bon. Oui, je vais me débrouiller. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Ahmed. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. On parle d'une maladie complexe ce matin, l'hypertension. Et ce matin, dites-vous que cette semaine, vous allez tous faire prendre votre tension pour savoir où vous en êtes. Quelqu'un qui vient d'arriver sur ce plateau disait on a l'âge de ses artères. C'est vrai ça, Doc? Oui, c'est vrai, on a l'âge d'autres choses aussi, je pense, mais oui, on a l'âge de ses artères. Ouais. Oui, quelqu'un de 75 ans qui a les artères complètement lisses, comme celle d'un bébé, comme au premier jour, a peu de risque de faire un infarctus. Puisque l'encrassement des artères, c'est aussi la maladie de toute une vie. Pour certains auteurs, ça commence dès la vie fœtale. On a des micro-lésions sur les artères et au fil des années, ces micro-lésions vont s'épaissir, s'encrasser et venir boucher les artères. Bien, je rappelle que l'émission est en direct au 01 53 48 3000. Je vous dis ça pour si vous voulez poser vos questions au docteur Mathieu Bernard. Profitez-en. Vous avez parlé de 2 chiffres, mais c'est vrai que alors, quand on va chez le médecin ou à la médecine du travail, on vous prend votre tension, mais on vous explique jamais à quoi correspondent ces 2 chiffres finalement, et on vous dit oui, bon voilà, c'est bien pour votre âge, mais à quoi ils correspondent ces 2 chiffres, et est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Alors les 2 chiffres, ils correspondent au PUMTA. Et non, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Alors pour tout le monde, le PUMTA, docteur, pour ceux qui n'étaient pas là pendant les épisodes précédents. Le PUMTA, c'est comme ça qu'on m'a enseigné à la faculté de médecine de Rennes, le bruit que l'on écoute lorsque l'on ausculte un cœur.
et donc qui correspond au bruit de fermeture des valves cardiaques. Le premier chiffre correspond à la pression qui règne dans l'artère quand le cœur se contracte, donc quand le sang est expulsé. Et le deuxième chiffre correspond à la pression qui règne dans l'artère quand le cœur se relâche. Et les deux chiffres sont importants. On a tendance à dire, alors c'est l'affaire de mode aussi, que le deuxième chiffre est un petit peu plus important. En tout cas, quand il est élevé, il est un peu plus néfaste. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la nuit, on a normalement une diminution de la pression artérielle et des deux chiffres. Et chez certaines personnes, pardonnez-moi, on a soit des chiffres qui sont plus élevés la nuit, soit des chiffres qui restent identiques à ceux du jour. Et ça, même si on a des chiffres tensionnels normaux, le fait de ne pas avoir de variation ou d'avoir une augmentation la nuit, c'est quasiment équivalent au fait d'avoir des chiffres de tension élevés. Si on dit 14,9, ça peut, le deuxième chiffre, il peut aller au-delà de 9 ? Oui, il peut monter jusqu'à 11, 12, 13. Ah oui, d'accord, c'est pas limité à 10 en fait. Non, c'est pas limité à 10. D'accord. Et le premier chiffre, il peut dépasser les 20. Et comment expliquer que sous traitement, on ait des gens qui ont quand même des hypertensions qui restent encore très élevées, avec des chiffres supérieurs à 16, 17 parfois ? Alors, les traitements agissent de différentes façons. Et classiquement, on recommande, en tout cas, non pas les sociétés savantes, mais la Haute Autorité de Santé et la Sécurité sociale, surtout, recommandent de commencer par une monothérapie, c'est-à-dire un seul traitement. Mais les sociétés savantes nous disent qu'il vaut mieux commencer par une bithérapie, c'est-à-dire 2 traitements, parce que ces 2 traitements vont avoir 2 effets complémentaires. Alors ces 2 traitements, c'est-à-dire ? Alors on a maintenant le choix entre 4 familles de médicaments, qu'on peut même réduire à 3 en fait, puisqu'il y en a 2 qui sont très proches et qu'on ne prescrit pas en même temps. Vous voulez que je les dise ? Oui, mais qui agissent sur quoi ? On a ce qu'on appelle les inhibiteurs calciques qui, eux, agissent sur la relaxation des artères. C'est-à-dire qu'ils empêchent la contraction des artères. Et donc, quand l'artère se contracte, la pression du sang qui règne à l'intérieur de l'artère augmente. Donc là, ces inhibiteurs calciques entraînent une relaxation, un relâchement des artères de tout l'organisme. On a les diurétiques thiazidiques qui, eux, bien qu'ils portent le nom de diurétiques, ne sont pas très diurétiques, mais vont avoir aussi un effet de relaxation, et notamment à travers l'évacuation du sel. Et puis on a donc 2 médicaments qui sont très proches, qu'on appelle les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, qui est l'un des systèmes hormonaux qui favorise l'élévation de pression artérielle. Et on a donc 2 types de médicaments, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou ARA2 ou Sartan, tout ça c'est leur petit nom, qui empêchent la sécrétion donc, de certaines enzymes qui conduisent en bout de chaîne à une élévation de pression artérielle. Et le problème, c'est que si je viens taper sur un mécanisme, je vais avoir une compensation par les autres mécanismes qui vont du coup augmenter leur façon de fonctionner pour continuer à maintenir des taux de tension élevés. Donc si je viens taper sur plusieurs mécanismes en même temps, là j'ai pas d'effet de compensation. Donc c'est pour ça que la bithérapie, voire la trithérapie. Alors Ahmed qui nous a appelé tout à l'heure, il avait une trithérapie visiblement. Oui. Mais si sous trithérapie, on ne parvient pas à équilibrer la tension, donc à avoir des chiffres de tension normaux, on considère que l'on a une hypertension artérielle résistante. Et donc une hypertension artérielle résistante, ça doit être pris en charge par un spécialiste de l'hypertension artérielle, vérifier qu'il n'y ait pas des facteurs aggravants ou des causes qui participent, comme les fameuses apnées du sommeil. On avait fait une très belle émission sur les apnées du sommeil que je vous invite à regarder sur YouTube. Oui, alors quel est le lien justement avec les apnées du sommeil ? Les apnées du sommeil, donc ça n'est pas qu'on arrête de respirer, c'est que la respiration se bloque par des blocages anatomiques en fait. Donc la nuit, au lieu de bien respirer, on fait et c'est comme si quelqu'un vous étranglait, sauf que ce quelqu'un c'est vous. Et ça pour l'organisme, c'est un véritable stress. Donc il y a une sécrétion d'adrénaline qui entraîne des variations de pression artérielle. Et ça finit par avoir un retentissement dans la journée avec une augmentation au long cours de la pression artérielle. Et ce qui est fondamental,
c'est que si vous faites des apnées du sommeil et que vous avez de la tension artérielle, de l'hypertension, vous aurez beau mettre tous les médicaments de la Terre à pleine dose pour faire baisser la pression artérielle, vous n'y arriverez pas tant que vous ne traiterez pas les apnées du sommeil. Donc c'est vraiment fondamental de les dépister chez un patient qui fait de la tension et qui n'est pas équilibré avec son traitement. Oui, et là aussi, le patient, c'est pas forcément qu'il fait des apnées du sommeil et pas sous les radars pendant des années. Hein. Exactement. Donc ça, c'est important. Est-ce que le café est mauvais pour l'hypertension ? C'est quelque chose qui revient souvent. Non, c'est pas mauvais pour l'hypertension. Après, tout est question de tempérance. C'est-à-dire que plus vous buvez de café, plus vous risquez de faire monter la tension. Après, si vous prenez 3 expressos par jour, non. Mais si vous prenez 6 grands bols de café, oui, là, ça peut devenir gênant. D'accord. Donc, on a droit jusqu'à combien ? 3 tasses d'expresso, c'est bien. C'est pas mal, déjà. Ouais, 3 tasses pour la journée, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres boissons qui sont réputées faire monter la tension ? Non, je ne pense à rien du tout, docteur. Je pensais au thé. Le thé, non. Dont on dit qu'il est plus, il y a plus de théine en fait dans le thé, et que c'est un excitant, que c'est beaucoup plus excitant que le café. Oui, c'est possible. Là, on entre sur des données. Mais sur la tension, ça n'a pas. Sur la tension, pour moi, non, j'ai pas cette notion-là. Ce qui est plus gênant, c'est tout ce qui est salé. D'accord. Donc les boissons gazeuses, elles ont tendance à être salées, même si une grande marque de soda nous dit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sel dans sa boisson. Je suis pas certain qu'ils nous disent la vérité. Et puis l'alcool aussi a tendance à faire monter la tension. Tout ce qui est boisson anisée aussi. L'anis, c'est pas bon, l'anis, pour la tension. Le ou la réglisse, puisqu'on peut dire les deux. Tout dépend si on parle de la plante ou du bonbon, je crois. Là aussi, c'est mauvais. Le Pacifique, je ne sais pas si vous vous souvenez du Pacifique, Force Anis, en fait, de la C'était une vieille boisson des années 80. C'était du pastis sans alcool, non ? C'est exactement du pastis sans alcool. À la base d'anis, j'imagine. Exactement, là aussi. Et donc, avec ces belles pubs d'hydravion, de pontons et de consommatrices de Pacifique. Et l'anthésite, je ne sais pas si vous connaissez l'anthésite. Merveilleux. L'anthésite, c'était une petite bouteille noire, hein ? Oui, et qui se vend encore. Je suis tombé dans une grande surface sur des flacons d'anthésite qui étaient distribués aux cheminots pour diminuer les ravages de l'alcool. Mais oui. Et on mettait ça dans une bouteille, on mettait 3 gouttes et ça vous donnait un goût, mais super en plus. Hein. Voilà, j'ai une de mes consoeurs, il y a 2 ans de ça, qui a vu un patient qui consommait beaucoup d'anthésite, qui la consultait pour une hypertension artérielle. Il a arrêté l'anthésite et tout est rentré dans l'ordre. Bien. Anthésite. Est-ce que c'est vrai que manger de l'ail, ça fait baisser la tension ? L'ail noir, le plus cher, évidemment. Ouais, attends, c'est 6 mois de salaire de Beurre FM, une gousse d'ail noir. Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ça a été étudié d'ailleurs. Alors, ça ne fait pas baisser autant que les médicaments, mais si vous cumulez l'ail noir, le coenzyme Q10, dans certaines herboristeries, vous vendent les petites gélules qui comportent les deux. Ail noir, coenzyme Q10, extrait de feuilles d'olivier, infusion de fleurs d'hibiscus, chocolat noir. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et j'ai une de mes patientes qui a pu contrôler ses chiffres de tension à coup d'infusion de fleurs d'hibiscus. Mais alors, pour le coup, elle en buvait 4 litres par jour. Donc là, je lui ai dit que c'était un petit peu trop. On rentrait dans ce qu'on appelle la potomanie, qu'il fallait diminuer sa consommation. Oui. Je pense qu'elle devait aller régulièrement au petit coin. Oui. Parce que l'infusion, c'est diurétique pour le donc coup. Ça marche bien. Je crois que, vitamine C, vitamine D aussi, ça a été étudié, ça fait baisser la pression artérielle. Donc si on associe tout ça quotidiennement, on peut faire baisser la tension, les effets se cumulant. De mémoire, les études sur le chocolat noir, c'était quand même, je ne sais plus si c'était 100 ou 400 grammes de chocolat noir par jour, ce qui est quand même beaucoup. C'est-à-dire que vous faites baisser votre tension et augmenter votre cholestérol. Donc vous choisissez votre camp. Oui, alors c'est du noir quand même. Mais oui, c'est vrai. Vous avez dit en début d'émission qu'on pouvait finalement faire que l'hypertension ne soit pas une maladie chronique, hein, qu'elle pouvait être réversible dans certains cas. Alors, je mets des guillemets. Comment vous prenez en charge un patient hypertendu, vous ? Alors, je m'assure qu'il n'y ait pas d'éléments
soit médicamenteux, soit toxiques, anthésite, pacifique, cocaïne, amphétamine. Alors dans les traitements, on les a pas cités, mais il y a tout ce qui est anti-inflammatoire, tout ce qui est certains antidépresseurs, les traitements de la maladie de Parkinson, les traitements immunosuppresseurs, l'EPO, j'en oublie certainement, sont des médicaments qui favorisent les contraceptifs oraux, les traitements hormonaux, sont des médicaments qui vont favoriser l'hypertension artérielle. Donc déjà, la première chose, c'est voir si dans le traitement au long cours du patient, on n'a pas des médicaments qui puissent expliquer des élévations de tension. Ensuite, je vais voir s'il n'y a pas d'argument pour des causes secondaires. Ça, on a plutôt tendance à les rechercher chez des sujets jeunes, parce que l'hypertension artérielle, c'est plutôt une maladie des personnes âgées. Et si la personne est jeune, il faut vraiment rechercher des apnées du sommeil, un problème de thyroïde, un problème de glande surrénale. Ça, on est orienté par une simple prise de sang au départ. Et puis, voir s'il n'y a pas une composante émotionnelle. On n'en a pas parlé, mais si vraiment les gens sont stressés, on peut recommander la cohérence cardiaque. J'ai quelques patients qui ont pu maîtriser leur chiffre de tension par la pratique régulière de cohérence cardiaque. On avait fait 1 ou 2 émissions sur la cohérence cardiaque. Le docteur David Ohar m'a dit qu'il viendrait très prochainement. Ah, génial. Vous avez vu ça ? Ouais. Qui est le grand vulgarisateur de la cohérence. La référence francophone en matière de cohérence cardiaque. C'est avec l'aide de David Servan-Schreiber que la cohérence cardiaque a été exportée en France, exportée par les États-Unis en France. Donc ça, de la cohérence cardiaque. Et est-ce que, parce que vous êtes formé également en hypnose, est-ce qu'avec l'hypnose, on peut agir sur l'hypertension ou pas du tout ? Oui, si on a éliminé toutes les autres causes, il n'y a pas de problème dit organique, il n'y a pas de problème médicamenteux, il n'y a pas de toxique. Chez un sujet jeune et stressé, on va pouvoir travailler sur le stress en hypnose. Et donc, si on réussit à réguler les hormones de stress, a priori, on arrivera à contrôler l'hypertension artérielle de ces personnes-là, mais c'est un groupe assez restreint face à l'immensité des ravages faits par l'hypertension artérielle. Faites-vous dépister, puisque hors antenne, Philippe m'a dit, mais poussez un coup de gueule. Oui, mais si vous criez comme ça, personne ne va y aller. Faut donner un peu de voix, Doc. Alors faites-vous dépister, c'est important. Je vous rappelle, l'hypertension artérielle est qualifiée de tueur silencieux. Ça entraîne des tas de conséquences. Alors quand on est bien portant, c'est compliqué de se projeter. Quand on ignore ce qu'est un infarctus du myocarde, c'est compliqué. Mais quand vous l'avez, c'est malheureusement trop tard. Et là, vous vous dites, mince, j'aurais dû me faire j'aurais dû écouter le doc. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes de podcast, puisque les émissions de Beurre FM sont maintenant disponibles. Vous reverrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. C'était le retour du docteur Poumta sur Beurre FM. Passez une très belle journée santé. Et demain, nous parlerons de prévention, la prévention du cancer de la vessie.